Voici ma soumission pour le concours de vidéo sur l'évolution alternative des transports en commun de Classy Whale. Le 14 octobre 1966, le métro de Montréal, comme on le connaît maintenant, a été inauguré. Il est rapidement devenu l'un des réseaux de métro les plus réputés au monde et est aujourd'hui reconnu pour sa fiabilité, en théorie. Cependant, on oublie souvent que le métro actuel n'était pas le premier projet. En réalité, plusieurs propositions de métro ont été faites entre 1910 et les années 60 à Montréal. La plupart de ces plans avaient en commun de proposer un tramway en tunnel, contrairement au métro sur pneus que nous avons obtenu à la place. Ce qui m'amène à la question suivante. Et si Montréal avait inventé le principe de train léger moderne dans les années 50? Je m'appelle Maxime et ceci est la Société de transport des univers alternatifs. Depuis le début du 20e siècle, la population urbaine de Montréal a connu une croissance fulgurante. Elle passa d'environ 300 000 habitants en 1901 au chiffre impressionnant de 1 million en 1931. La ville prit de l'expansion de tous les côtés, même derrière la montagne, comme mentionné dans une de mes vidéos précédentes. À l'époque, un dense réseau de tramways et d'interurbains sillonnait la ville, exploité par plusieurs compagnies qui finirent par fusionner pour former la Montreal Tramway Company, ou MTC. Ce réseau s'étendait sur plus de 300 000 de voies ferrées, assurant un service local dense. À son apogée, on pouvait se rendre de Dorval jusqu'à Pointe-aux-Trembles en empruntant ce que les Montréalais appelaient les petits chars, sans compter les interurbains qui permettaient d'aller beaucoup plus loin. Cependant, avec le temps, l'avenir des tramways devient de plus en plus incertain. Les voitures ont commencé à gagner en popularité au Québec et, sous l'administration de Duplessis, le réseau routier n'était certainement pas entièrement reconstruit pour des trams. Ainsi commença le déclin du réseau de tramway. Les lignes commencèrent à fermer définitivement, la fréquentation ayant chuté à un niveau minimal. Dans une tentative désespérée de survie, la MTC présenta plusieurs propositions pour un réseau de tramways souterrains ou de métros lourds financés par la ville, mais aucune ne fut approuvée, la ville considérant les tramways comme une chose du passé. La MTC fut finalement rachetée par la ville et devint la CTM, Commission des transports de Montréal. Son objectif, démanteler le réseau de tramways jusqu'à sa disparition complète. Le 31 août 1959, le dernier petit char circula sur le boulevard Rosemont et l'avenue Papineau. Quelques tramways furent préservés et le seul à ma connaissance encore en service régulier est le numéro 1959 exposé au musée Expo-Rail. C'est à ce moment-là, dans notre réalité, que Montréal apprit qu'elle allait accueillir une exposition universelle et devoir gérer l'afflux de touristes. La ville se convaincut alors que le transport en commun serait la meilleure solution pour cet événement et construit le métro de Montréal, d'inspiration française que nous connaissons aujourd'hui. Dans la chronologie que nous explorerons, nous revenons à l'une des dernières propositions de la MTC. En 1953, la CTM, Société publique héritière de la MTC, proposa l'un de ses projets de métro les plus ambitieux. Cependant, dans notre réalité, le projet fut rapidement abandonné, le gouvernement conservateur de Camillien Hood considérant le transport en commun comme une chose du passé. Mais un an plus tard, le gouvernement de centre-gauche, de Jean Drapeau, accédait au pouvoir lors d'une élection en 1954. Pour les besoins de cette réalité alternative, admettons que Jean Drapeau, moins sceptique quant au transport en commun, aurait haleté la destruction du réseau de tramway. Pourquoi l'aurait-il fait? Je ne sais pas. Peut-être s'inspirait-il de la ville modèle du Canada à l'époque avec son métro flambant neuf en construction. Toronto! À ce moment-là, Toronto avait fait le choix de garder ses tramways sur ses axes principaux. Peut-être comprenait-il quelque chose que Montréal n'avait pas encore compris. Quoi qu'il en soit, à l'époque, la ville des Red Rockets avait entamé la construction de son tout nouveau métro sous la rue Yonge. Mais, pour la deuxième ligne prévue de ce réseau, deux options étaient envisagées. La première consistait à construire une ligne de métro semblable à celle de Yonge University, le long des rues Bloor et Danforth, aussi grande, mais tout aussi coûteuse. De plus, cette première option n'aurait pas permis de desservir facilement un grand nombre de quartiers. La seconde option, aussi modeste qu'elle paraissait, est en revanche assez intéressante. L'idée était de regrouper toutes les lignes de tramway sur un axe central sous la forme d'un tunnel de tramway sous la rue Queen. Cette option aurait été nettement moins coûteuse, aurait offert une couverture beaucoup plus étendue, mais n'aurait certainement pas eu la même capacité qu'un métro lourd. J'ajouterais que cette dernière remarque n'était pas forcément un problème à long terme car les tramways peuvent être extrêmement performants en matière de fréquence sur des voies réservées. À la même époque, le maire Drapeau avait secrètement grand espoir que Montréal puisse bientôt devenir l'épicentre d'un événement d'envergure mondiale,
afin de mettre en valeur la ville. Tous ces faits firent réfléchir le maire de la métropole francophone nord-américaine. Même si une part importante du réseau de tramway avait disparu, la plupart des grands axes subsistaient et assuraient une desserte locale dense. Les usagers se plaignaient de la lenteur du tramway. Les automobilistes, quant à eux, déploraient les embouteillages qui s'aggravaient d'année en année, sûrement à cause de ces fichus tramways, pensait-il. Les Canadiens français ne pouvaient accepter que leur rival de toujours, Toronto, les surpasse dans un domaine quelconque. La ville était en train de devenir une véritable métropole, quoi qu'il arrive, et la congestion routière ne cessait de s'aggraver. De plus, Drapeau souhaitait un événement majeur pour la ville. Fort de ces constats, Drapeau comprit que Montréal avait un atout considérable à construire un tramway en tunnel qui serait un pied de nez à toutes ces villes concurrentes aux prises avec une circulation dense et un système de transport en commun minimal. Elle verrait Montréal doté d'un réseau de transport local dense, efficace et peu coûteux qui pourrait être encore amélioré à l'avenir. Ajoutez à cela le fait que Drapeau était connu pour ses décisions impulsives et ses dépenses inconsidérées, et vous comprendrez pourquoi dans cette réalité alternative, le 12 juillet 1955, il annonça officiellement la construction d'un vaste réseau de tramways modernisés, qui suivrait une autre description moderne d'un train léger. Oubliez votre vieux tramway miteux toujours coincé dans les embouteillages. Place à un service plus performant, plus rapide, plus spacieux, un petit char 2.0. L'axe principal du réseau pour la première phase serait assez simple. Les corridors prioritaires étaient connus depuis des années. Il était donc pas surprenant que la ville annonce que les deux premières lignes passeraient sous les rues Saint-Denis et Sainte-Catherine. Le système serait construit principalement en souterrain, selon la méthode de la tranchée couverte. La ligne Saint-Denis, désignée ligne 1, bénéficierait également de voies dédiées au nord du boulevard Jean-Talon jusqu'au boulevard Henri Bourassa. Des connexions avec le réseau de tramway historique seraient également réalisées afin d'assurer une couverture maximale. Le tunnel principal de la ligne 1, reliant Jean-Talon à la station de correspondance Berry de Montigny, serait conçu dès le départ avec de l'espace pour 4 voies, de sorte qu'aucun travaux majeur qui aurait perturbé significativement l'activité commerciale le long de la ligne ne soit nécessaire si un besoin d'augmenter la capacité des infrastructures se présenterait. Les trains seraient uniques pour leur époque. La ville avait lancé un appel d'offres pour de nouveaux trains articulés de type PCC qui devaient être munis d'un attelage automatique de type Scharfenberg et conçus pour l'embarquement Akeo à 34 pouces, tout en conservant une porte basse sur les voitures de tête. L'installation de pantographes était nécessaire car ces trains devaient pouvoir effectuer des rebroussements facilement sans boucle de retournement, mais surtout parce qu'ils consommaient énormément d'électricité. Ces trains devaient offrir une grande capacité d'accélération et de freinage, en plus d'être équipés de portes automatiques afin d'éliminer le besoin de chef de train. Les passages d'intercirculation entre les wagons permettaient aux passagers de se déplacer vers un wagon moins achalandé. Les rames devaient également pouvoir négocier des courbes d'un rayon de 30 pieds et posséder une cabine de conduite à chaque extrémité. Enfin, elles devaient répondre aux normes fédérales de résistance aux collisions du ministère des Transports du Canada, car il était prévu de les exploiter sur les grandes lignes ferroviaires éventuellement, comme c'était le cas pour les anciens réseaux interurbains. C'est pourquoi elles étaient aussi équipées d'une cloche et d'un sifflet pneumatique de type Nathan K3L ou Leslie S3L ou S5T pour les situations d'urgence. Le contrat fut remporté par un candidat inattendu, la Canadian Vicker, une entreprise pourtant bien plus réputée pour son expertise navale que ferroviaire. Maintenant, jetons un coup d'œil à ce quoi ressembleraient les trains. Les voitures seraient construites au chantier naval de la compagnie situé dans le quartier de Viauville, aujourd'hui connu sous le nom de quartier Mercier, Hochelaga et Maisonneuve. La construction a officiellement débuté le 2 avril 1956. Les tunnels ont été construits par tronçons courts et discontinus selon la méthode de tranchée couverte, afin de perturber le moins possible les activités commerciales et la circulation. Chaque tronçon prenait environ 3 mois à achever. Les tronçons seraient ensuite reliés entre eux pour former les tunnels. La structure des tunnels serait en béton préfabriqué en usine, puis installé sur le site après sa livraison par camion. Un nouveau centre d'entretien a également été construit sur l'emplacement de l'ancien dépôt de tramway de Newville avec une connexion directe au réseau ferroviaire national et à la ligne 1 par une voie de raccordement le long du boulevard Crémazie. Parallèlement, la première rame achevée, surnommée Tram-Train, commença ses essais sur la portion extérieure de la ligne 1 entre les stations Jean-Talon et Henri Bourassa en novembre 1957. Après la réussite de la phase d'essai intensif, un court tronçon de la ligne 1 fut ouvert au public entre les stations Jarry et Henri Bourassa.
Les trajets furent gratuits pendant les 3 premiers mois de service afin d'inviter le public à tester la ligne et à donner son avis. Au même moment, les ingénieurs étaient confrontés à leur premier défi majeur lors de la construction de la ligne 1 à la station Berry de Montigny. En effet, entre les stations Berry et Des-Pins, la pente est importante, avec une inclinaison atteignant par endroits 8%. Or, les trains ne gravissent généralement pas des pentes supérieures à 4%, soit la moitié de cette valeur. Et cela sans compter que les voies de la ligne 1 devraient être construites sous celles de la ligne 2 à Berry, puisque ces dernières étaient construites juste sous la rue, ce qui impliquerait une profondeur bien plus importante. De plus, la rue Berry, sous laquelle passait la ligne à cet endroit, était extrêmement fréquentée, avec des allures d'autoroute par endroit. Par conséquent, la méthode de tranchée couverte était impossible à mettre en œuvre, car les travaux auraient engendré des perturbations considérables pour la circulation. De plus, même si le tunnel avait pu être achevé, la pente aurait été beaucoup trop raide pour permettre la circulation sécuritaire des trains. Il s'avérait donc que pour le court tronçon entre les stations Des-Pins et Berry, le tunnel devrait être construit à l'aide d'un bouclier de creusement, comme dans le Tube à Londres. Cette méthode plus coûteuse n'aurait pas perturbé la circulation en surface et aurait permis aux trains de circuler sur une pente raisonnable. La ligne serait ensuite prolongée d'un arrêt vers le sud jusqu'à la station Hôtel de Ville Champ de Mars, où le tronçon initial prendrait fin. Parallèlement, choqués ou satisfaits par les investissements et l'évolution radicale du transport en commun sous l'administration Drapeau, les Montréalais réélisent Jean Drapeau aux élections municipales de 1958. Cependant, sa marge fut bien plus étroite que prévu et il perdra la majorité au conseil municipal. Son parti, désormais appelé Parti civique, devra alors s'allier avec l'opposition de Sato Fournier du Parti libéral. En août 1958, la totalité des voies de la ligne 2 sont achevées, suivies plus tard en octobre par celle de la ligne 1. La date d'ouverture est fixée au 1er janvier 1959. Le jour de l'inauguration, des cérémonies ont lieu dans toutes les nouvelles stations. Les Montréalais se précipitent à bord pour tester le nouveau système. De longues files d'attente se forment autour des nouvelles stations, tandis que les usagers, émerveillés, parcourent la ville plus rapidement que jamais, à bord de rames flambant neuves et élégantes, argentées, blanches et bleues. Le système a étonnamment bien résisté aux fortes chutes de neige de janvier. Les passagers étaient impressionnés et fiers de ce nouveau système. Les commerces situés à proximité des stations se réjouissaient de l'afflux de clients venus de tous les quartiers de la ville. Le prix de passage était fixé à 20 sous, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 2,16 $. Les médias canadiens français profitaient de l'occasion pour mettre en avant le savoir-faire québécois. De nombreux conseils de planification des transports provenant d'autres villes de taille moyenne au Canada, aux États-Unis et même en Europe, louangeaient Montréal pour sa méthode. De nombreux Montréalais voyaient ce réseau, désormais surnommé des gros chars, comme une victoire sur l'ennemi torontois et sur les coûts exorbitants de leur propre métro. Tandis que la ville de Toronto comprenait que son réseau de métro était condamné à rester modeste, ne desservant que les axes principaux, Montréal planifiait déjà plusieurs prolongements avec l'objectif de bâtir, à terme, une toile dense et robuste de lignes de trains légers. Parallèlement, Montréal envisageait sérieusement de poser sa candidature pour l'exposition universelle de 1967. Ce projet allait permettre à la ville de briller davantage aux yeux du monde grâce à ses innovations. Les citoyens étaient alors euphoriques. Il ne fallut pas attendre longtemps pour voir les premiers projets de prolongement du train léger. Le premier projet consistait à une extension de la ligne 1 le long de la rue Vigée. Ce prolongement devait coïncider avec la construction d'une toute nouvelle autoroute souterraine dans le secteur, qui allait devenir l'autoroute Ville-Marie. Le prolongement de la ligne et l'autoroute devaient être construits d'un seul jet, partageant la même structure de tunnel. Cela permettrait de réduire considérablement les coûts des deux projets. Un nouveau parc serait aménagé au-dessus du tunnel pour créer un oasis de paix en plein centre-ville. Un tout nouveau centre de congrès serait bâti simultanément, juste à côté du terminal historique des tramways de la rue Craig, avec des voies de raccordement intégrées au train léger. Une nouvelle station, baptisée Place d'Armes, serait construite sur le site. La ligne se poursuivrait ensuite sous la rue Craig, avec deux autres stations, offrant des correspondances avec la gare centrale du Canadian National Railway et la gare Windsor du Canadian Pacific Railway. Au total, 4 nouvelles stations seraient ajoutées: Place d'Armes, Square Victoria, Gare Centrale et Windsor. Après la dernière station, des arrière-gares s'étendraient sur environ 1000 pieds, bifurquant vers le sud en direction de l'ancien tracé ferroviaire du Canadien national menant à l'ancienne gare Bonaventure. Le second prolongement prévu était celui de la ligne 2 qui, à l'époque, s'étendait de la station Atwater jusqu'à la station Frontenac.
Le plan consistait à prolonger la ligne 2 de 3 stations au sud d'Atwater en utilisant la méthode du bouclier de creusage. Le tunnel devait suivre l'avenue Atwater et comporterait une première station intermédiaire à la hauteur de la rue Saint-Jacques. Cette station serait construite avec une provision pour une future correspondance avec un prolongement de la ligne 1. La ligne continuerait ensuite son chemin, plongeant plus profondément avant d'arriver à la station Marché Atwater. Les trains traverseraient alors sous le canal La Chine à une grande profondeur, avant de bifurquer sous la rue Charlevoix pour atteindre la station Charlevoix. Un autre prolongement à l'extrémité est de la ligne 2 la verrait s'étendre sous les rues Ontario, Hochelaga et Sherbrooke jusqu'à la station P9. 2 portails temporaires seraient construits à la dite station pour relier la ligne à des voies sur les rues P9 et Sherbrooke. Ces structures seraient érigées en prévision d'éventuels prolongements du train léger en emprise de surface au niveau du sol. Sautons maintenant en 1962. Les nouveaux prolongements proposés sont sur le point d'ouvrir et Montréal, après un premier refus, vient d'apprendre à la dernière minute qu'elle sera l'hôte de l'exposition universelle de 1967 suite au désistement de Moscou. La ville n'a plus que 5 ans pour planifier et bâtir la plus grande fête au monde. Plusieurs sites sont proposés, mais l'idée gagnante vient du maire lui-même, réélu cette fois avec une majorité écrasante. La proposition de M. Drapeau consiste à installer l'expo sur 2 îles en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, dont l'une serait construite de toutes pièces. Il y avait cependant quelques petits problèmes. Premièrement, mais comment est-ce qu'on allait réussir ça? Où est-ce qu'on trouverait toutes les roches pour construire la nouvelle île? Comment ce serait possible de terminer les travaux à temps si la NASA elle-même avait calculé que c'était impossible de compléter le projet avant 1968? Et finalement, où trouverons-nous l'argent? Ben à ça, mon ami, je te réponds, sors de mon bureau immédiatement avec tes foutues critiques. Ok, voici les réponses aux questions. Des roches pour bâtir les îles? On les prendra dans les déblais de creusage des extensions du train léger. Comment allons-nous y arriver? On va le faire, c'est tout. Comment être à temps si la NASA dit que c'est impossible? Les maths, c'est pour les nerds. Où trouverons-nous l'argent? Un chèque en blanc. Comment les gens s'y rendront-ils? Ah, ça c'est une excellente question. Pour cela, nous allons réaliser l'expansion la plus ambitieuse de l'histoire de notre réseau de transport. Nous allons construire le premier tunnel sous le fleuve Saint-Laurent et enfin connecter le réseau de tramway à la rive sud. Des trains express provenant de tous les coins de la ville convergeront vers la nouvelle ligne 3, directement sur le site. 3 nouvelles stations à Longueuil, Île-Notre-Dame et Île-Sainte-Hélène seront reliées au centre-ville en moins de 10 minutes. Nous expérimenterons pour la première fois le dynamitage pour creuser les tunnels et nous construirons également, à titre de démonstrateur sur le site, le premier métro lourd automatisé. Nous l'appellerons l'Expo Express et tout le monde oubliera qu'il ait un jour existé. Pour l'exposition universelle, rebaptisée Expo 67, les provisions pour 4 voies sur la ligne 1 ont été activées et l'espace sera désormais utilisé pour des voies express. Juste avant la station des Pins, les rails bifurquent du segment initial pour plonger vers des quais encore plus profonds à la station Berry de Montigny. La ligne continue ensuite sa descente sous le fleuve Saint-Laurent, puis remonte à une profondeur d'environ 40 pieds sous l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, ainsi que le chenal qui les sépare, avant de s'enfoncer à nouveau sous terre pour finalement refaire surface à la station Longueuil, où elle se termine par une immense boucle de retournement extérieur. La station Longueuil est essentiellement conçue comme un stationnement incitatif, park and ride, optimisé pour une haute capacité et des rotations rapides. Quel a été le résultat? En réalité, ce fut un franc succès. Le fait que les trains puissent faire demi-tour dans différents quartiers plus éloignés du centre-ville plutôt que de converger tous vers une seule et même station, bien que cela soit quand même arrivé, a grandement facilité le maintien d'une fréquence de service élevée et la gestion des interruptions. Même si tous les trains de l'Expo convergeaient vers Longueuil, la station avait été spécifiquement conçue avec plusieurs voies et de nombreux quais, selon la configuration que nous appelons aujourd'hui la solution espagnole. Grâce à cela, le réseau a pu gérer sans difficulté les foules massives de touristes. D'ailleurs, avec tout ça, voici à quoi aurait ressemblé l'aménagement de la station Berry de Montigny.
Après l'expo, qui s'est avérée être la plus importante de l'histoire avec environ 50 millions de visiteurs, les villes de Longueuil et de Jacques-Cartier ont manifesté leur intérêt pour une proposition visant à prolonger la ligne 3 plus loin sur la rive sud. Le projet prévoyait une extension de la ligne en emprise de surface le long de la rue Saint-Laurent et du chemin de Chambly. La ligne fut construite et achevée en 1970. Cependant, elle ne connut pas le succès du réseau original. Cela s'expliquait en partie par le fait que Longueuil, aux yeux des urbanistes, est un enfer d'étalement urbain centré sur l'automobile. L'administration de la ville de Longueuil avait changé pendant le processus de construction et la nouvelle équipe était beaucoup plus sceptique à l'égard du transport collectif. En conséquence, la ligne n'a pas bénéficié d'aménagements essentiels comme la priorité au feu de circulation ou des barrières de passage ennemi, la ville ne jugeant pas ces éléments importants. Toutefois, cela a techniquement mené à une scène insolite où on a pu voir un étalement de banlieue conçu pour la voiture être élevé au rang de banlieue de tramway, streetcar suburb. Ça ne paraît peut-être pas étrange pour vous, mais une telle image, comme celle que je montre à l'écran, saurait causer un malaise remarquable chez les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'urbanisme. Pendant ce temps, jetons un coup d'œil à l'influence qu'exerçait Montréal sur le monde du transport collectif à cette époque. Premièrement, au début des années 60, les villes de Calgary et d'Edmonton ont invité les ingénieurs et les urbanistes ayant travaillé sur le train léger de Montréal pour aider leurs villes respectives à bâtir un nouveau système de transport sur rail. Aujourd'hui, Calgary et Edmonton possèdent certains des réseaux de transport les plus vastes pour des villes de taille moyenne en Amérique du Nord et leurs réseaux sont beaucoup plus étendus que dans notre réalité. La ville de Los Angeles s'est aussi inspirée de Montréal en commandant le même type de rame que celle du réseau montréalais. Toutefois, le Buy America Act a forcé Canadian Vicker à céder son brevet à Budd, un fabricant de trains américain. Budd allait ainsi construire des trains en utilisant les plans originaux de Canadian Vicker afin de vendre sur le marché états-unien ces voitures construites aux États-Unis, mais de conception canadienne. Voyant l'exemple de Los Angeles, de nombreuses villes américaines de taille moyenne ont fini par suivre la voie tracée par Montréal, notamment Portland, Minneapolis, San Francisco avec Muni Metro, Dallas, Pittsburgh, Allô Caleb, Buffalo, Baltimore et San Diego. En raison de cette tendance, les grands projets de métro dits Great Society Metro du gouvernement américain ont été considérablement réduits par rapport à ce qu'il en est dans notre univers. Maintenant, revenons à Montréal si vous voulez bien. De 1970 à 1980, notre réseau fictif a pris énormément d'expansion. Des tracés souterrains ont été construits le long de la partie extérieure de la ligne 1 et le long du boulevard Descaries, qui en fait une autoroute. Des tracés en surface ont été aménagés le long des rues Sherbrooke et du boulevard P9, de l'emprise ferroviaire abandonnée de l'ancienne gare Bonaventure du CN, traversant le quartier Saint-Henri, de la subdivision Montréal du Canadien national, des boulevards des Laurentides et de la Concorde à Laval, ainsi que le boulevard Henri Bourassa et la rue Victoria à la Chine. Cette dernière extension s'étirait jusqu'à Dorval, ce qui en faisait techniquement le premier lien aéroportuaire de Montréal. On a aussi vu la construction d'un prolongement souterrain de la ligne 2 sous la rue Wellington à Verdun, ainsi que sous les rues Jolicoeur et Newman à Villemort et La Salle. Oui, le même La Salle qui a nommé son nom à la gare LaSalle Street à Chicago. Dès 1978, des travaux préliminaires étaient en cours pour une nouvelle ligne 7 qui servirait de ligne transversale est-ouest derrière le Mont-Royal. Cette ligne suivrait approximativement le tracé de la ligne bleue que nous connaissons dans notre univers. Elle débuterait sous terre, à un nouveau centre commercial à Anjou, puis remonterait à la surface pour suivre le boulevard Jean Talon au niveau du sol jusqu'à l'intersection avec le boulevard Saint-Michel, où elle replongerait sous terre et elle offrirait ensuite une correspondance avec la ligne 1 à la station Jean Talon existante. La ligne continuerait ensuite son trajet souterrain avec un arrêt à l'ancienne gare Parc du Canadien Pacifique, rejoignant ainsi des voies de raccordement avec les ateliers d'Youville, puis grimperait la montagne pour émerger juste après la station Édouard-Montpetit. Elle longerait ensuite le boulevard Édouard-Montpetit en surface avant de plonger à nouveau au chemin de la Côte-des-Neiges pour terminer sa course à la station Snowden, offrant une autre correspondance avec la ligne 1. Dans une deuxième phase, la ligne serait prolongée sous terre jusqu'à l'aéroport Hull en passant sous le chemin Queen Mary, le chemin de Côte-Saint-Luc, ainsi qu'une emprise ferroviaire du Canadien Pacifique servant pour les trains de marchandises. Au cours des années 70, Montréal a également passé une commande pour des nouvelles voitures de métro léger pour son réseau. Les spécifications techniques de ces nouvelles voitures étaient très similaires à celles du matériel d'origine, la différence principale résidant dans une nouvelle électronique consommant moins d'énergie sur le réseau électrique.
Canadian Vicar, n'a pas remporté le deuxième appel d'offres car le système d'attelage des trains qu'il proposait n'était pas compatible avec le système d'attelage automatique Schaffenberg déjà en service. Montréal s'est retrouvé coincé entre deux choix, le Siemens Duvag U2 LRV ou un nouveau véhicule de Bombardier. Bombardier a fini par remporter le contrat puisqu'il s'agissait d'une entreprise québécoise. À l'époque, Bombardier était tout nouveau sur le marché ferroviaire. L'entreprise était bien plus connue pour l'assemblage de motoneige Skidoo. Son expérience provenait du rachat récent de Lohner Rotax, un fabricant de tramways autrichien. Les nouvelles voitures ayant été commandées officiellement en 1973, elles furent nommées MR73. Cette nomenclature signifie matériel roulant commandé en 1973. Quant aux voitures d'origine, puisque j'ai oublié de mentionner leur nomenclature officielle, elles étaient désignées sous le nom MR54. Les nouvelles voitures furent extrêmement utiles lors des Jeux olympiques de 1976 pour transporter des foules massives, alors que les voitures d'origine étaient redistribuées sur le reste du réseau. Ces nouvelles voitures sont aujourd'hui très célèbres en raison de leur système d'acheur de courant électronique qui, par pur hasard, produit exactement les mêmes notes que Fanfare for the Common Man, l'un des thèmes musicaux d'Expo 67. Ces notes sont le Fa, le Si bémol et le Fa, mais une octave plus haut. Et non, je n'ai pas eu assez d'énergie pour en recréer un en 3D dans Blender. Cependant, sur une note moins positive, jeu de mots non désiré, le gouvernement fédéral a poussé dans les années 70 pour la construction d'un tout nouvel aéroport international dans la banlieue de Montréal, autrement dit, au milieu de nulle part, c'est-à-dire à Saint-Scolastique, aussi connu comme Mirabel. Je veux pas gâcher la fin, mais ça a été un échec monumental. L'autorité responsable de la construction de l'aéroport voulait un lien ferroviaire. Elle a donc fait pression sur la CTM, devenue CTCUM, pour planifier un prolongement du réseau de trains légers vers Mirabel. Le problème était que l'aéroport était beaucoup trop loin de la ville pour qu'une telle extension soit logique. La ligne aurait essentiellement circulé sur la majeure partie de son tracé au beau milieu des terres agricoles, avec absolument rien autour. Et même si une telle voie ferrée parvenait à être construite, la CTCUM ne disposait d'aucune emprise existante qu'elle aurait pu utiliser pour une ligne de ce calibre. La seule emprise disponible était une ligne active de train de banlieue du Canadien national qui s'avérait aussi être leur ligne la plus rentable sur tout le réseau de banlieue. Le CN n'aurait jamais accepté une telle proposition. Face à ce qui aurait été un train extrêmement coûteux vers nulle part, la CTCUM ne voulait tout simplement pas prendre le risque et a complètement refusé le projet. Cela déclencha un sérieux conflit entre la CTCUM et le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec ainsi que plusieurs figures politiques importantes de la ville qui étaient convaincus que l'aéroport était voué au succès. La situation s'envenima au point où le gouvernement fédéral finira par menacer de couper le financement de la CTCUM si celle-ci ne construisait pas le train. Devant le refus de collaborer de la CTCUM, le financement fédéral de l'agence fut coupé, ainsi que celui de la province, qui fut considérablement réduit. Ce fut le début d'une longue période marquée par très peu d'expansion du réseau, laquelle s'étira jusqu'en l'an 2000. Le seul projet d'envergure à voir le jour durant cette période fut l'enfouissement en tunnel de la ligne 2 le long de son segment sous la rue Sherbrooke, et encore là, cet ouvrage fut réalisé par l'absolue nécessité car ce segment de la ligne était à la cause de nombreux accidents et retards. Cependant, la situation change du tout au tout en 2004 lorsque l'administration de Gérard Tremblay propose un changement majeur à son réseau. Le train léger allait enfin devenir un véritable métro. Après avoir été planifié dès le premier jour, Montréal allait enfin convertir l'une de ses lignes de train léger en un véritable métro lourd. La ville disposait du financement nécessaire pour un tel projet, puisqu'avec le rétablissement complet des fonds provinciaux et fédéraux, suite à l'échec du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec, toute l'infrastructure physique était prête pour ce virage depuis le début. La ligne sélectionnée était la ligne 1, ou du moins le segment situé entre les stations Berry de Montigny, aujourd'hui Berry-UQAM, et Henri-Bourassa. Le service de métro assurait une liaison express entre les stations, tandis que le service de train léger s'occuperait du service local. Cela signifierait que seules les voies express devaient être converties au standard de métro. Un nouveau garage serait construit sous le parc Ouin. Ce nouveau système de métro utiliserait des rames automatisées électriques en unités multiples de type Rotem, construites par Hyundai Rotem en Corée du Sud. Ces trains sont exactement les mêmes que ceux utilisés sur la Canada Line à Vancouver.
Une ville qui avait décidé de ne pas suivre la voie tracée par Montréal et qui s'est retrouvée dans la même situation que celle que nous connaissons dans notre univers. La STM, la descendante de la CTCUM, a profité de l'occasion pour effectuer une refonte majeure de l'image de marque de l'ensemble du réseau. La ligne de métro serait désignée sous le nom de M1 sur la carte du réseau, représentée par une ligne violette épaisse. Toutes les autres lignes préexistantes furent renommées T1, T2, T3, T4 et ainsi de suite. Mais ce n'est que dans les années 2010 que Montréal allait connaître le changement le plus significatif de son histoire en matière de transport. Une nouvelle proposition, créée par l'AMT, l'agence responsable de la coordination des transports dans le Grand Montréal, suggérait de relier la rive sud, l'ouest de l'île, l'aéroport Yule ainsi que Deux-Montagnes sur la rive nord en convertissant une ancienne ligne de train de banlieue au standard de métro express, un peu comme un réseau express métropolitain. Ce qui ferait l'acronyme REM. Ah, le REM! Le projet finit par être approuvé en 2016 et la construction débuta en 2018. Attendez une minute. Maxime, est-ce que ça ne ressemble pas étrangement au REM qu'on connaît dans notre univers, vous me direz? Oui, tout à fait. Mais comparativement à notre REM, celui-ci a été conçu pour utiliser une technologie automatisée similaire à celle des lignes de train léger existantes. Cela signifie que le nouveau REM a été pensé de manière à pouvoir, à terme, circuler en continu sur les lignes de train léger actuelles ou même les reprendre complètement. L'antenne initiale du réseau a été complétée avec quelques années de retard, après ce petit événement appelé COVID, entre Brossard et l'ancienne gare centrale du Canadien national. Il y a tout juste 2 mois, le réseau a été prolongé jusqu'à Deux-Montagnes et l'ouverture des prochaines antennes est prévue pour bientôt. Entre-temps, il existe une proposition pour convertir la ligne T2, la seule ligne de train léger entièrement souterraine, au standard de métro sur toute sa longueur. Cependant, ce plan est controversé car il couperait l'accès direct à la ligne T5 puis 9 au centre-ville. En effet, la ligne T2 n'a pas été construite avec 4 voies à l'origine pour des raisons financières. Un défi encore plus grand posé par cette conversion est le fait que l'un des centres d'entretien les plus importants du réseau n'est accessible qu'en empruntant les voies de la T2. Cela signifie qu'un tout nouveau centre d'entretien pour les trains légers devrait être construit ailleurs sur le réseau pour compenser la perte de celui de la ligne T2. Malgré tout, le projet continue d'avancer et bénéficie d'un appui politique. Quant aux tramways originaux, ceux-ci ont continué à circuler et sont encore présents à Montréal. Certes, beaucoup moins qu'avant. Le réseau d'origine a vu très peu d'expansion au fil des années, tout le monde étant pris dans la fièvre du train léger. De nos jours, le réseau historique utilise des rames Flexity Outlook, similaires à celles utilisées sur le réseau torontois. Sinon, c'est tout. C'était l'autorité des transports des univers alternatifs. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de produire ce genre de contenu à temps plein pour le moment. Alors chaque j'aime compte énormément. Sur ce, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et abonnez-vous!